De nouveau, bonsoir. Je vous propose qu'on aborde les cancers génito-urinaires, en tout cas 3 d'entre eux. On va parler du cancer de la prostate, du cancer du rein, des tumeurs urothéliales, a priori dans cet ordre. Pas d'immense coupe cette année sur le cancer du testicule, et Mario nous a déjà donné une ou deux informations. Donc, je suis entouré de Laurence Albigès d'une part, de Ronan Flippo de l'autre, et ils m'ont demandé de parler moi-même du cancer de la prostate, et comme je ne peux pas leur dire non, c'est ce que je vais faire. Alors, j'ai sélectionné 2 ou 3 essais qui potentiellement peuvent changer les pratiques ou qui vont les changer, et je vais commencer par l'étude de PIS1, non pas parce que j'en suis auteur, mais parce que dans l'histoire naturelle de la maladie, c'est plus logique par rapport à ce que je vais vous montrer ensuite, puisqu'il s'agit d'une étude qui porte sur les patients atteints de cancer de la prostate d'emblée métastatique. Et pour ces patients, le standard a beaucoup évolué au cours des 5 dernières années, alors qu'il était inchangé depuis 70 ans jusqu'à à peu près 2015. Et comme vous le voyez sur la diapositive, on a d'abord démontré l'impact de l'adjonction du docétaxel, puis celui de l'adjonction des hormonothérapies de nouvelle génération, abiraterone, apalutamide, enzalutamide, n'importe lequel de ces molécules. Et puis également, pour les patients oligométastatiques, l'utilisation de la radiothérapie, tous ces traitements faisant bouger non seulement la survie sans progression, mais la survie globale. Donc on est dans une situation devenue complexe, et c'est pour cette raison que l'on a mené en Europe l'étude académique PIS1, qui cherche à savoir s'il faut utiliser ces différents traitements les uns avec les autres, en plus de la castration, qui reste le traitement de base de cette maladie. Donc, dans l'étude PIS1, qui a un design 2-2, on randomisait presque 1200 patients pour recevoir soit le traitement standard, il s'agissait essentiellement de l'hormonochimiothérapie, soit ce même traitement standard plus l'abiraterone, ce même traitement standard plus la radiothérapie de la prostate, ou l'ensemble des traitements, hormonochimiothérapie, abiraterone et radiothérapie. Pour cette analyse présentée à l'ASCO, il va y avoir beaucoup d'analyses dans cette étude, on s'est focalisé sur le rôle de l'abiraterone en plus de l'hormonochimiothérapie. Je vous rappelle, l'hormonochimiothérapie faisait mieux que l'hormonothérapie. Et la question est de savoir, en gros, si 3 médicaments font mieux que 2. La réponse est clairement oui en termes de survie sans progression radiologique, donc évaluée sur un critère dur. Et vous voyez, c'est non seulement mieux, mais beaucoup mieux. On passe de 2 ans dans le bras contrôle à 4 ans et demi dans le bras expérimental avec 3 médicaments. Et en gros, on était à 1 an il y a encore 5 ans à peu près, au milieu des années 2015. Donc on est passé en gros d'1 an à 4 ans et demi en très très peu de temps. Donc une excellente nouvelle évidemment. En gros, quand on regarde les différents sous-groupes, bon, on a l'impression que tous les patients en bénéficient et que, en gros, ils aient beaucoup de métastases, pas beaucoup de métastases. L'adjonction de l'abiraterone bénéficie à ces différents patients. L'autre bonne nouvelle vient des données de toxicité, puisque quand on utilise 3 médicaments, évidemment, on a peur d'être plus toxique. Ça n'est pas le cas en termes de risque de neutropénie fébrile lié à la chimiothérapie, 5% dans les 2 bras. Ça n'est pas non plus réellement le cas en termes d'effets secondaires liés à l'abiraterone. On voit ce que l'on attend, c'est-à-dire un excès d'hypertension avec 12% contre 8%, et puis des choses connues. Et il y a même certains effets secondaires qui sont de la chimiothérapie qui sont diminués avec l'adjonction de l'association abiraterone-prénisone. Donc la question que pose cette étude est bien sûr s'il faut dès maintenant changer nos pratiques et passer à 3 médicaments, sachant que l'AMM et le remboursement sont disponibles. Et bien sûr, ça fait l'objet de débats. On espère avoir des données de survie après l'été. Je passe tout de suite au deuxième gros scoop, probablement encore scoop plus important puisque présenté en plénière, c'est l'étude Vision avec un nouveau concept à la fois en termes de cible, on cible le PSMA, une protéine transmembranaire, et puis également, nouveau concept parce qu'il s'agit d'un radioligand. Donc on utilise un ligand radiomarqué. Le ligand va trouver la protéine et le noyau radioactif va le tuer. C'est ce que vous voyez, ou vous la tuez. C'est ce que vous voyez sur cette image. Et c'est la première fois qu'on avait une étude de phase 3 testant ce concept dans le cancer de la prostate. Le PSMA est très surexprimé dans le cancer de la prostate métastatique. En gros, 90% au minimum des patients ont une surexpression qui est importante. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que la cible est très spécifique du cancer de la prostate. En gros, les cellules des glandes salivaires expriment le PSMA, mais c'est à peu près tout dans le corps d'un individu.
Alors, essai randomisé de phase 3 chez des patients en échec, en gros, d'à peu près tout, c'est-à-dire des hormonothérapies de nouvelle génération et des taxanes, au moins un d'entre eux et souvent deux d'entre eux. Et on randomisé standard of care, ce que les gens pouvaient utiliser, c'est-à-dire souvent une réutilisation d'une hormonothérapie ou celle qui n'avait pas été utilisée, avec ou sans le PSMA lutécium. Réponse, bénéfice en survie globale extrêmement clair, avec quasiment 40% de réduction du risque de décès, 38% pour être précis. Pour les médianes, on passe d'à peu près 11 mois à peu près 15 mois. Je pense que la seule mauvaise nouvelle de ces courbes de Kaplan-Meier, c'est qu'on ne voit pas de plateau et de queue de la courbe s'aplatir. Ce n'est pas comme avec l'immunothérapie dont on a parlé, mais c'est clairement une excellente nouvelle pour ces patients. Pas de sous-groupe qui semble ne pas bénéficier du traitement, peut-être à une exception que sont les métastases hépatiques qui souvent expriment moins le PSMA. Difficile bien sûr de dire tout petit sous-groupe, mais il faudra quand même être très prudent sur ces rares patients. Un bénéfice, je vous ai montré la survie sans progression en termes de survie globale, avec, vous le voyez, quasiment 60% de survie sans progression ici, de bénéfices. Je commence à fatiguer avec la chaleur également. Autre bonne nouvelle, dans l'ensemble, un traitement bien toléré, et qui peut d'ailleurs être utilisé, y compris chez des patients âgés et avancés dans leur maladie. On voit quand même, d'une part, un excès de toxicité buccale, de sécheresse de la bouche, mais vous voyez très peu ou pas du tout de grade 3. Et typiquement, les patients nous disent « Oui, c'est vrai, j'ai la bouche un petit peu sèche, mais ça ne me gêne pas, je peux manger, je garde le goût. » Et finalement, ça disparaît au bout de quelques jours ou de quelques semaines. Une toxicité hématologique à laquelle il faut que l'on fasse attention. Bien sûr, on irradie la moelle osseuse avec ce traitement, donc il faudra y faire attention. Et puis, toxicité digestive avec des nausées vomissements qui nécessitent des cétrons et des corticoïdes, mais ça, il suffit de les utiliser pour que ça se passe bien. Dernière étude, et pour vous la rappeler, une étude également académique, Peace3, réalisée donc en Europe dans le cadre du consortium européen. C'est une analyse mise à jour de données qu'on connaissait, mais qui sont importantes pour votre pratique tout de suite, qui permettent de regarder si un patient développe des fractures lorsqu'il reçoit une hormonothérapie de nouvelle génération, l'enzalutamide, avec ou sans radium. Ce sont les courbes vertes et bleues. Et vous voyez, la réponse est oui, un taux de fracture épouvantable, pas nécessairement lié seulement aux médicaments, bien sûr, mais aussi, bien sûr, au cancer, des métastases osseuses. Et vous voyez, ce risque de fracture est effondré dès lors que vous utilisez un traitement protégeant les os, soit le denosumab, soit l'acide zoledronique. Et donc, je remontre cette diapositive. La première analyse avait été faite il y a 2 ans pour vous dire à quel point il faut utiliser ces médicaments qui sont bien sûr disponibles. Laurence, à toi la parole pour les cancers rénaux, si tu veux bien. Est-ce qu'on peut te poser une question? Bien sûr. Alors, la question, c'est le PSMA, là, pose 2 questions. La question de l'accès à l'outil d'imagerie en tant que tel pour sélectionner la population. Et puis derrière, où on va positionner le PSMA lutécium, donc la thérapeutique dans notre arsenal. Aujourd'hui, l'accès à l'imagerie par PSMA, PET-PSMA, est délicate. Comment vois-tu les développements? Alors ça va bien sûr dépendre du label de l'AMM. Est-ce que le PET-PSMA et une image positive au PET-PSMA sera requise ou non? Si c'est le cas, je pense qu'il faudra que les autorités de santé françaises s'alignent et fassent en sorte qu'on ait effectivement accès plus facilement au PET-PSMA que ce qui est le cas à l'heure actuelle. La France, honnêtement, n'est pas du tout un bon élève au sein de l'Europe sur ce point-là. Concernant le positionnement du PSMA lutécium, donc du traitement, dans un premier temps, en espérant bien sûr une AMM, ce sera dans le cadre de cette AMM, c'est-à-dire chez des patients très avancés, comme quasiment dernier traitement, peut-être en compétition avec le cabazitaxel, mais très rapidement, des études de phase 3 ont débuté et risquent de positionner ce traitement qui, dans l'ensemble, paraît bien toléré dans des phases plus précoces. Et est-ce qu'il y aura des études d'association? Est-ce que c'est un traitement qu'on imagine pouvoir associer? Alors, les études de phase 3 qui débutent sont en association avec les hormonothérapies de nouvelle génération. Avec la chimiothérapie, bien sûr, il faudra être plus prudent du fait de la toxicité hématologique.
Et dernière question, quand tu as présenté ces données à l'ASCO en présentation orale, nous c'était un mardi, donc on avait la RCP juste derrière, et on a vu plusieurs dossiers de patients, Ronan était présent, de tumeurs extrêmement agressives du sujet jeune, où on s'est posé la question, donc maintenant du triplet, la castration, l'hormonothérapie nouvelle génération, la chimiothérapie par docetaxel sur la base des données de PIS1, et on pourra parler de traitement du primitif dans un autre temps, mais ma question c'est, est-ce que pour toi ces données font qu'on doit changer nos pratiques dans nos RCP, ou est-ce qu'il faut attendre ? À mon sens, 2 ans et demi de bénéfices supplémentaires de PFS mesurés sur un critère dur, radiologique, et non pas seulement du PSA qui augmente, avec des traitements qui sont disponibles, dont 2 d'entre eux sont déjà génériqués et dont le 3e le sera d'ici quelques mois, avec une toxicité au moins dans les premiers mois qui paraît acceptable, c'est suffisant pour me faire changer en attendant les données de survie globale qui vont de toute façon arriver très bientôt et qui, j'espère, si elles sont positives, convaincront ceux qui ne le sont pas obligatoirement. Mais je conçois tout à fait que ce soit un débat, bien entendu. Merci. Tu nous parles du Rhin ? Je vous parle du Rhin. Je commence par vous dire que je suis ravie de vous retrouver en présentiel. Ça me fait très plaisir de voir des gens dans la salle par rapport à l'année dernière et à l'ESMO. Pour le Rhin, j'ai sélectionné une étude qui a un potentiel de devenir practice changing pour les maladies localisées, puisque c'est notre premier essai d'immunothérapie en situation adjuvante qui a été présentée en présidentielle, juste après Vision. C'est une étude qui a inclus des patients porteurs de cancer du rein à cellules claires, opérés de leur tumeur primitive, sans évidence de maladie métastatique, qui sont considérés comme à haut risque de rechute. Donc c'est un risque de rechute qu'on estime à peu près à plus de 50%. Il y a une différence, il y a différents degrés, on va dire, dans les risques de rechute, et qui randomisait le pembrolizumab versus un placebo. C'est la première de multiples études d'immunothérapie en situation adjuvante, mais celle-là est particulièrement importante puisqu'on pense qu'elle va ouvrir la voie. En tout cas, ces premiers résultats, vous allez voir, sont vraiment très intéressants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette étude, non seulement il y a des patients néphrectomisés en post-opératoire d'une maladie localisée, mais il y avait également des patients qui avaient eu une métastasectomie s'ils avaient eu une récidive ou une évolutivité d'une lésion métastatique dans la première année qui était opérable. Donc il y a un petit contingent métastatique après chirurgie carcinologique de ce site métastatique. Donc en pratique, la grande majorité des patients étaient de risque, on va dire, intermédiaire fort. C'est des patients qui ont un risque entre 50 et 80% de récidive à 5 ans. Lorsque l'on regarde cette population, il y avait également un petit groupe de patients, je vous disais, post-métastasectomie. Et voilà le résultat principal, qui est le temps jusqu'à récidive. Donc c'est de la disease-free survival, avec un hazard ratio à 0,68 en faveur du pembrolizumab par rapport au placebo. Et on a un suivi médian qui est d'un peu plus de 2 ans. Donc l'étude est tout à fait positive sur son critère de jugement principal, qui est la réduction du risque de rechute. Lorsque l'on regarde en sous-groupe, j'attire votre attention sur 2 choses. On a un bénéfice aussi bien chez les patients qui ont une chirurgie puis le traitement adjuvant, et puis un bénéfice qui apparaît très fort, mais les chiffres sont tout petits, chez les patients qui sont en post-métastasectomie. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que ça pourrait être un élément à prendre en compte dans nos RCP après une métastasectomie chez nos patients. Et puis l'autre élément, c'est est-ce qu'on a un biomarqueur ? Et le CPS, tel qu'il est habituellement évalué dans les études Pembro, montre qu'on est capable d'enrichir. Ça représente plus de 2/3 des patients dans cette étude qui étaient positifs sur le biomarqueur. Alors pour l'instant, les données de survie sont immatures. Dans le Rhin, on arrive aux données de survie à peu près 5 ans après le début du follow-up. Et là, il est probable qu'on ait besoin d'attendre encore un certain nombre d'années avant d'avoir les données de survie. On voit pour autant les courbes qui nous laissent entendre qu'il y a une petite différence qui s'amorce. Mais vous le voyez, pour l'instant, on n'est pas du tout significatif pour l'analyse en survie. Pour la safety, on est sur du Pembro monothérapie, donc on a tous l'habitude de le manier. Il n'y a pas de nouveau signal de safety et les toxicités sont celles qu'on connaissait, avec en premier lieu les dystéroïdies. Je vous ai résumé sur cette diapo le débat qu'on est en train d'avoir dans les différents panels de recommandations, l'EAU, l'ESMO, pour savoir s'il faut recommander l'adjuvant sur la foi de cette étude. Le bénéfice en DFS, qui est un endpoint approuvé par nos autorités, par les autorités européennes, le fait qu'on a une étude qui est positive même quand on regarde les patients qui sont purement après néphrectomie et qu'on enlève les post-métastasectomies. Par contre, pas encore de bénéfice en survie.
un ratio bénéfice-risque qu'il faut avoir en tête et probablement un nombre de patients à traiter pour le bénéfice qui doit être analysé puisque beaucoup de ces patients ne rechutent pas. Et puis, vous savez qu'on s'est cassé les dents avec les anti-angiogéniques en adjuvant. On avait le même bénéfice en DFS sans avoir de bénéfice en survie. Donc, tout ça nous fait dire qu'il va possiblement falloir pour l'instant attendre les autorités de santé, et notamment européennes, avec plus de follow-up, le pattern de rechute métastatique, comment les patients ont répondu aux lignes ultérieures et des analyses en sous-groupe que nous n'avons pas. Donc, on attend la publication complète. 2 études, une update de la Keynote 426. Aujourd'hui, en France, pour les patients métastatiques, on a 2 standards. Niveau IPI, chez intermédiaires et mauvais, et Axi-Pembro, quel que soit le groupe pronostic. Et là, c'est les données actualisées, à peu près 4 ans de suivi des données Axi-Pembro, qui montrent le bénéfice en survie, qui se maintient à hazard ratio qui est à 0,73. Pour ceux qui étaient présents lorsqu'il y a eu les premiers résultats, l'hazard ratio était à 0,53. Donc vous voyez que dans le temps, l'amplitude du bénéfice ne se maintient pas. Et ça, c'est l'effet anti-angiogénique initialement qui avait donné un signal très très fort. Pour autant, l'étude reste tout à fait positive et c'est notre standard de traitement, un de nos 2 standards en première ligne. Et puis un échec en 2e ligne ou plus, les inhibiteurs de glutaminase. L'idée, c'est de se dire que dans le cancer du rein à cellules claires, la voie du métabolisme est particulièrement importante et qu'on était capable probablement de la cibler avec un inhibiteur de glutaminase. Et cette étude est malheureusement très négative. Ce médicament a été développé en association avec le cabozantinib et ne fait pas mieux que le cabo seul. Donc en synthèse, l'adjuvant, clairement une ouverture, mais probablement il va nous falloir un peu plus de données pour être formel. Et puis des données à long terme de première ligne qui sont vraiment très encourageants. Superbe. On passe aux tumeurs urotheliales peut-être tout de suite, et puis on essaiera de prendre des questions. Oui, alors les carcinomes urothéliaux cette année, alors pas directement practice changing comme mes confrères, mais quand même un bouillonnement en termes d'idées et de stratégie. Donc c'est quand même une situation, on a pas mal d'idées. Alors la première chose, c'est la question de savoir si l'arrivée des immunothérapies va changer quelque chose dans nos stratégies de tumeurs localisées, et notamment les questions de préservation vésicale. Donc là, l'idée, c'était de faire un focus sur l'essai mené par Matt Galsky, qui est l'HCRNJU 16257, qui consiste en une chimiothérapie plus immunothérapie néoadjuvante dans un cancer de vessie infiltrant le muscle vésical non métastatique et une réévaluation clinique, imagerie et histologique. Et en cas de réponse complète sur ces facteurs, de permettre une stratégie de préservation avec simplement 4 injections de nivolumab supplémentaires et une surveillance. Alors qu'est-ce que ça donne cette étude? Ça donne finalement des données intéressantes puisque vous avez un taux de réponse complète qui se compare assez favorablement au taux qu'on a pu observer avec la chimiothérapie, qui est là dans cette étude de 48%. Et une réponse complète qui a tendance à se maintenir. On a encore un suivi qui est relativement court, dans médiane d'à peu près 14 mois. Et vous voyez que 75% des patients suivis ne rechutent pas, mais malgré tout, 25% vont avoir une rechute locale, dont la plupart vont être cystectomisés. Et ces rechutes locales, toutefois, restent pour la plupart curables, puisque 80% sont de stade PT2 ou inférieurs, donc soit des tumeurs infiltrant le muscle PT2, soit des tumeurs non infiltrant le muscle. Alors, est-ce qu'on a des prédicteurs sous immuno dans le cancer de la vessie? On est dans de l'exploratoire, donc ça vaut le coup de regarder le TMB, la charge mutationnelle, et des mutations sur d'autres gènes pourraient être impliquées dans certaines étapes en termes de présentation antigénique. Là, on a quelques idées avec une tendance pour la charge mutationnelle et les mutations ERCC2, mais des petits effectifs et donc des choses à confirmer. C'est un gros trend, cette stratégie de préservation vésicale à l'ère des immunothérapies, puisque vous avez donc 3 études qui ont été présentées à l'ASCO. La première, je viens de vous en parler. Les 2 autres, on est chez une population de patients qui est inéligible au cisplatine et où on évalue des traitements combinés, donc de chimio-immunothérapie et de radiothérapie. Ce sont encore une fois des phases 2 avec des effectifs qui sont modestes, mais avec des taux de réponse qui peuvent être intéressants. Sur la dernière étude, durvalumab, tremelimumab et radiothérapie, on atteint les 81% de réponse complète sur, encore une fois, des petits effectifs. Ce qui montre bien qu'on a besoin, d'une part, de vérifier le suivi à long terme pour vérifier
si l'immunothérapie apporte bien, au-delà du taux de réponse complète, une préservation possible, tant en termes de survie sans récidive locale que de survie potentiellement globale. Et puis, en particulier dans la population non éligible aux cisplatines, de savoir si l'apport de l'immunothérapie peut permettre d'améliorer le pronostic, puisque dans cette population, vous le savez, il n'y a pas de standard de chimiothérapie néoadjuvante. Et puis là, je vais aller sur quelques confirmations, et donc ça va me prendre peu de temps, mais on a quand même des données d'immunothérapie au long cours avec la Keynote 052, cette fois-ci dans les stades métastatiques, et avec un petit peu de recul supplémentaire en fonction donc de l'expression de PDL1 selon le score CPS. Vous voyez des taux de réponse qui montent quasiment à 50% chez les patients exprimant largement le PDL1, et une réponse qui permet une survie maintenue avec cette fois-ci, on en parlait tout à l'heure, un plateau qui s'élève à plus de 30% de survivants à 5 ans chez les patients cisplatine inéligibles ayant un CPS à plus de 10. Et puis, comment ne pas parler de la V6 sans parler des anticorps conjugués. Et donc là, c'est des études précoces, mais simplement pour rappeler des données actualisées, d'une part de l'EV103, l'enfortumab vedotin plus pembrolizumab en première ligne. On a des taux de réponse, on le savait, d'environ 75%. Et là, l'actualisation de l'étude a permis de voir que la durée de réponse excédait 2 ans. Donc, des données extrêmement encourageantes. Et puis, on parlait lors de la session de scénologie de l'avancée des Chinois dans ce domaine, et on avait une étude assez belle de phase 1 qui évalue un anti-PD1 et un anticorps conjugué anti-HER2 dans la V6 surexprimant HER2, et vous voyez que dès que l'immunohistochimie est positive, même à une croix, on a 100% de taux de réponse. Des données simplement de phase 1, mais en tout cas des données très prometteuses. Donc un horizon dynamique, mais clairement des essais à transformer, avec des stratégies de préservation vésicale qui vont dépendre des résultats à long terme, au-delà de la réponse complète. Et puis, vraiment un intérêt très très fort pour les combinaisons d'immunoconjugués, dont on attend les phases 3 avec impatience. Merci beaucoup, Ronan. On a un peu de temps pour des questions sur ces 3 organes. N'hésitez pas à nous dire. Christine vous passe le micro. Peut-être sur la V6, tu n'es pas étonné de voir autant d'études de phase 2 dans les formes localisées, sans bras comparateur, sans que les gens soient déjà partis sur les phases 3, parce que on s'attend quand même effectivement à voir l'efficacité. Alors elle est très bonne, mais l'efficacité que l'on voit. Et du coup, on reste un peu sur notre faim pour en connaître réellement l'impact. Oui, alors c'est le côté effectivement quelquefois un peu frustrant, ce qu'on en est à 7 ou 8 études de néoadjuvant de phase 2 avec des effectifs d'une 50aine de malades. On a beaucoup plus d'études de phase 3 qui arrivent avec l'encadrement de la chirurgie par de l'immunothérapie, en particulier chez les populations inéligibles aux cisplatines, et également des essais d'adjuvants qui arrivent. Donc toute la question, c'est effectivement la faisabilité de ces essais, avec souvent le choix du patient qui est indispensable pour les questions de préservation vésicale qui peuvent vraiment jouer sur le recrutement. Et donc ça fait partie des éléments qui font également que de multiples stratégies sont évaluées et où la randomisation est parfois difficile. Question ? Non, vous êtes tous lyophilisés ? Vous imaginez ce que c'est ? Bon, merci à tous les deux. Je vous propose qu'on fasse une pause pour bien s'hydrater, éventuellement manger un peu. Et on se retrouve, je crois, à 20h05 avec d'abord les tumeurs cérébrales. À tout de suite. Bon, ça.